Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bienvenue dans Club Oxygène, le mag 100% Anjou, 100% sport. On reçoit ce soir Simon Lacroix, le directeur général des Ducs d'Angers. Bonsoir Simon. Bonsoir. Ses missions au club, l'élan qu'il veut apporter aux Ducs d'Angers ou encore son regard sur le championnat, la Ligue Magnus. On en parle tout de suite, mais d'abord le sommaire. Club Oxygène, le sommaire. Dans Club Oxygène ce soir, les Ducs d'Angers qui jouent dans quelques instants maintenant, c'est face à Cergy-Pontoise. Du foot avec Angesco qui se déplace à Amiens, ça c'est demain, c'est en Ligue 2. Et puis on dira aussi un mot de hand et de basket, mais tout de suite, place à l'invité, à Simon Lacroix. Club Oxygène, l'invité. Alors Simon, tout d'abord, est-ce qu'on peut, de prime abord, définir ce que c'est être directeur général des Ducs d'Angers ? Bien sûr, on peut le définir. Je vous avouerai que de par la différence des clubs dans la Ligue Magnus, je pense pas entre les managers de clubs, qu'on ait tous exactement les mêmes fonctions. En gros, c'est sûr qu'on doit s'assurer que le projet sportif tienne la route parce que c'est vraiment une facette importante des clubs. Mais je pense que pour les tâches connexes, certains clubs vont fonctionner d'une certaine façon et autres clubs vont fonctionner d'une autre façon. Je pense par exemple au club de Grenoble et Rouen où c'est des belles cylindriques et qui ont su développer leur club avec les années. Je pense qu'ils ont plus de personnel et que leur manager, par exemple, peut s'affairer à faire différentes choses, beaucoup de représentation, ces choses-là. Nous, ici, à Angers, on est un peu en transition depuis quelques années. On est passé d'un club, on va dire, d'une petite structure et dans la transformation, le fait d'arriver à l'Ice Park, on est dans le chantier un peu je veux pas dire de se mettre à niveau, mais on grandit encore. On grandit tout à fait. Et puis justement, l'arrivée récemment de notre nouveau président, M. Instabi, va permettre aussi on va utiliser son expérience, bien sûr, de l'entreprise et puis du hockey français pour on va dire attribuer les bonnes tâches aux bonnes personnes et puis continuer à structurer les Ducs. C'est encore Toi, tu es encore en apprentissage de ce rôle aussi. Tu commences ou tu as trouvé ça y est, tu sais exactement où tu es. Je sais pas comment vous répondre à ça, si je dois être en apprentissage après 10 ans. C'est une drôle de question. Mais est-ce qu'on apprend toujours finalement? Oui. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. On apprend, vous savez, on apprend à des joueurs. On apprend des jeunes qui arrivent ici en alternance. On apprend des têtes grises. Moi, j'apprends énormément les têtes grises dans le club. Quand je dis les têtes grises, c'est les bénévoles mis à disposition par la CA qui nous aident à faire vivre ce club. Quand on écoute ces gens-là dans certaines situations, juste à écouter, on apprend plein de choses au fait. Donc, bien sûr, je ne viens pas du milieu académique, hein, j'aime bien le répéter. Je suis plutôt un self-made man, mais à regarder un peu tout le monde, on apprend énormément. Avec la réorganisation du club, on parlait du président Instabi qui vient d'arriver. Est-ce que ça a changé des choses pour toi ou est-ce que c'est toujours à peu près pareil pour le club? C'est trop tôt pour parler de ça et je ne veux pas commencer on a eu des bonnes discussions avec Rodolphe. C'est un monsieur déjà qui est bien intégré dans le hockey français, il faut le savoir. Il connaît les fonctionnements, il connaît les subtilités surtout. Et ça, c'est très important. Vous savez, un poste ou avoir un certain poste, c'est-à-dire qu'on est ci, on est ça, c'est une chose. Mais après, de connaître les subtilités du poste, les subtilités de ton club, connaître les gens qui le composent, les partenaires qui le composent, les gens qui tournent alentour du club, les collectivités aussi également, c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant avec M. Instabi, c'est que tout ça, il l'a déjà vécu à Cholet et que son parcours professionnel
ses 20 ans dans la société McDonald's, hein, qui a fait un très, très beau parcours, fait de lui quelqu'un qui, à contrario de moi, vient plutôt du milieu académique formé. Et puis, je pense que ça va être très, très intéressant pour le club. Donc, on peut apprendre, on vient de plus bas, des Dogs de Cholet, mais on peut apprendre de niveaux inférieurs, finalement, aussi. Moi, je porte pas trop attention à ça. Vous savez, des fois, gérer des clubs dans des divisions en dessous, lorsqu'il y a beaucoup moins de salariés, peut-être beaucoup moins de main-d'œuvre disponible, la tâche peut être plus difficile parfois que de gérer des grosses cylindrées où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. C'est du cas par cas. Il faut faire très attention et de structurer un club. Cholet sont partis au plus bas niveau. Puis avec Julien Pierre derrière le banc, ils ont monté graduellement les échelons. Ils ont quelque chose qui tourne bien là-bas et puis ça semble sain en tout cas. Et puis bravo à eux. Pour parler un petit peu du sportif, Simon, quelle relation tu as avec Jason O'Leary, le coach? Ouais. Quelle relation dans comment vous travaillez ensemble? Est-ce que c'est des discussions quotidiennes? Est-ce qu'il y a des réunions? Comment se fait le travail? Vous savez, moi j'aime beaucoup laisser de la liberté à l'entraîneur. Lorsque l'équipe va bien, faut le laisser travailler. Puis lorsqu'il y a des matchs difficiles ou des journées difficiles, parce qu'il arrive tout le temps des trucs à chaque semaine, faut laisser le temps que les émotions descendent pour que de chaque côté, on arrive à prendre les meilleures décisions. C'est sûr qu'on échange. Parfois, on ne parle pas pour rien dire non plus. Hein. C'est pas vraiment notre style, ni à un ni à l'autre, de créer une réunion juste pour la rentrer dans l'agenda et dire qu'on fait quelque chose. C'est pas notre style. On va droit au but. On traite ce qu'il y a à traiter et je pense qu'il y a énormément d'expérience, Jason, pour avoir entraîné en Suisse, dans le plus haut niveau suisse, le plus haut niveau allemand. C'est pas rien. Donc, des saisons de 50 matchs avec beaucoup de blessures, avec beaucoup de pression, avec, j'en sais rien, des partenaires qui s'impatientent, par exemple, ou une direction qui met un peu la pression et tout ça. Tout ça, il a connu. Il a connu. Et avec des joueurs qui viennent avec des besoins, avec des envies, avec des particularités. Il a connu tout ça. Donc, nos discussions sont assez faciles puisqu'il y a déjà moi, je dirais ça, une longueur d'avance d'expérience par rapport au fonctionnement global du hockey européen. Et en plus, Jason, la particularité de parler anglais et français, ce qui est plutôt bien pour la communication dans l'équipe. Ton passé de joueur aussi, de connaître le vestiaire, te fait dire que faut laisser un petit peu le groupe tranquille aussi, que ce soit vraiment le vestiaire tranquille. Pour moi, ça a toujours été un vestiaire, c'est une église. Pas de connotation de non, mais l'image est là. Voilà, c'est sacré. C'est leur vestiaire aux joueurs avec le personnel d'entraîneur, le médical à l'occasion. Et c'est pas un endroit, c'est pas un parc où on va promener notre chien de temps en temps et puis qu'on passe. Non. Un vestiaire, surtout 2h30 avant le match, c'est sacré, c'est fermé, c'est l'espace des joueurs pour rentrer dans leur bulle. Et moi, j'y ai toujours attaché énormément d'importance. Voilà. Après, forcément, entre ce que nous, on a vécu côté nord-américain quand on était plus jeune et de mettre ça en adéquation avec la culture européenne, par exemple, du sport collectif, les particularités des régions. Il y a toujours une histoire dans les clubs. Il faut aussi composer avec tout ça. Mais je suis très attaché à dire que gagne, perd, c'est très important de sécuriser le vestiaire pour que les gars se sentent chez eux et que ce soit leur espace privilégié où est-ce qu'ils peuvent se parler entre eux et qu'il n'y ait pas de comment je dirais, pour dire correctement, vraiment qu'ils sentent que c'est leur endroit et que c'est pas ouvert à tout le monde. D'où aussi la décision de nommer Zach Torquato assistant coach parce qu'il connaît le vestiaire, c'est un ancien joueur, il peut aussi se fondre là-dedans, il y a une forme de continuité. Je vais vous donner notre point de vue par rapport à ça. Forcément, on ne va pas revenir sur toutes les décisions qu'on a prises pendant les 10 dernières années. Lorsqu'on prend des décisions, on se met à risque de se tromper. Lorsqu'on n'en prend jamais, on se trompe jamais.
quelque chose qui est sûr, c'est que nous, dans l'appréciation de Zach, déjà, où notre club se situe au niveau de la Ligue Magnus, à peu près comme Grenoble, par exemple, on pense que l'entraîneur a effectivement son mot à dire sur avec qui il souhaite travailler. Je pense qu'on est rendu là, au niveau des Ducs d'Angers. Zach est quelqu'un qui a énormément d'expérience côté nord-américain, qui joue dans les beaux championnats, AHL, East Coast. Et niveau européen, quand même, il a touché à des beaux championnats également. Je ne sais pas si vous avez pu voir sa qualité de joueur en moment important dans les playoffs, mais c'était un gars que les 2 dernières années en playoffs, il est un élément clé pour nous. Forcément, il est vieillissant et on avait des décisions à prendre. Mais on pense que son discernement, sa qualité de jugement, ses qualités d'être capable de discuter avec tout le monde sur un même ton. Pour nous, en tout cas, pour moi, je pense que ça va faire un excellent personal hockey qu'on appelle, quelqu'un qui va travailler dans le hockey longtemps et de façon efficace. Je ne vous dis pas qu'il sera entraîneur-chef ou pas entraîneur-chef, c'est qu'il a vraiment la mentalité pour comprendre un vestiaire, pour aussi faire attention aux subtilités. Voilà, c'est ce qui a motivé en gros notre choix. Et puis c'est très important aussi que notre entraîneur il se sente confortable avec son adjoint. C'est quelque chose de... Souvent, pour tout vous dire, souvent les entraîneurs exigent de choisir leur adjoint. Plus qu'on monte dans les niveaux, on ne parlera pas de la NHL parce que c'est pas notre créneau, mais en Allemagne, par exemple, ou en Suisse, l'entraîneur va signer avec une équipe. Il va dire, OK, moi je signe, mais par contre, vous me donnez un budget, puis je choisis mon assistant-entraîneur parce que ça va être mon protecteur. C'est lui qui va me protéger pendant les 8 prochains mois. Lorsqu'on va perdre 3 matchs de filet, j'ai envie d'être dans le bureau avec une personne de confiance. Moi, je me sens bien et tout ça. Voilà. Il a eu son mot à dire, Jason O'Leary, du coup, sur la nomination de Zach? Bien sûr. Puis, à l'époque, forcément, comme vous le savez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des changements dans le club. Voilà. Puis tout ça avait été discuté avec des gens, M. Juret, voilà, qui est maintenant plus au club. Voilà. D'accord. Pour continuer sur le volet sportif aussi, dans votre rôle de directeur général, est-ce que vous avez l'œil sur tout le sportif, tout ce qui est mercato, tout ce qui est transfert, et comment ça fonctionne finalement? Est-ce que c'est des mois en avance? Est-ce qu'on y travaille déjà, ou est-ce que c'est un petit peu au jour le jour? J'imagine que non, évidemment, mais comment on travaille sur un mercato? Vous savez, déjà, ce qui est important, c'est de bien connaître notre championnat. D'essayer. C'est pas facile. Hein. Il y a quand même, si on met 20-25 joueurs par équipe, avec 12 équipes, on arrive à 300 joueurs, plus les potentiels D1 qui peuvent évoluer en Ligue Magnus, plus les potentiels U20 qui peuvent éventuellement évoluer en Ligue Magnus. Donc, ça fait beaucoup de joueurs. Les connaissances internes du hockey français sont très, très importantes, notamment au niveau de JFL. On a des listes, on essaie de se tenir informé de l'évolution de chaque joueur, de l'évolution. Parfois, ça peut être un truc aussi banal que un très bon joueur français qui joue à l'extérieur, par exemple, sa femme est tombée enceinte. Et puis, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Oui. C'est pas une vérité. Et puis, il va songer gentiment, peut-être assez près de la trentaine, de rentrer chez lui, quand je dis chez lui, en France. Et puis, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, mais tout d'un coup, en l'espace de quelques jours, sa carrière va basculer. Si tu as l'information rapidement, forcément, tu peux déjà avoir une option pour discuter avec lui, puis te préparer à faire face à ses besoins. Moi, je vais vous dire la façon que je fonctionne, puis encore une fois, parlez-moi pas de cours universitaires ou je viens pas du milieu académique, mais de prendre soin de l'humain, d'écouter les personnes, forcément combiné avec l'expérience du vestiaire en tant que joueur. J'ai coaché, vous connaissez un peu mon CV ici. Je pense que d'investir dans le service aux joueurs, chose qu'on essaie de faire ici, moi, j'en fais une priorité. Je pense que ça fait des petits. Je pense que ça se parle entre les joueurs
Et lorsque eux ont des décisions à prendre, des décisions serrées, c'est-à-dire est-ce que je vais à Angers ou je vais à, c'est une connerie, au club de DEL2 de Pétécaïm ou peu importe quoi, eh bien ça fait la différence. Parce qu'il faut pas oublier que ces gars-là, ils vont tous travailler après leur carrière de hockey. On n'est pas dans les mêmes... côté financier, on n'est pas dans la même chose que le foot. On le sait tous, ça. Donc, la qualité de vie et la façon de rendre leur famille confortable dans la ville d'Angers, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment, vraiment nous aider à être attrayants. Et là-dessus, je pense qu'on n'a pas lésiné les efforts pour essayer de démontrer aux joueurs, on n'est pas parfait, bien sûr, hein, personne ne l'est, mais essayer de montrer aux joueurs qu'on avait vraiment ça à cœur, que quand on les accueille, on veut qu'il y ait un souvenir d'Angers qui se dise, écoutez, ces gens-là sont humains, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont fait le maximum pour que moi et ma famille, ma femme, mes enfants, on soit tranquille, quoi, que tout le monde soit bien à notre niveau, bien sûr. Hein, on ne fait pas des choses qui sont... faut rester terre à terre. Hein, il y a des choses, des fois, qui... Donc, moi, au niveau du recrutement, je pense que le nombre d'années qu'on a mis l'emphase sur le service aux joueurs, j'ai tendance à dire que le message est passé, et pas simplement en France, parce que vous savez, il y a tout ça, les réseaux sociaux, machin, que je suis pas très fan de tout ça. Et ça, je veux dire, c'est comme la politique, on n'a pas le choix de s'en occuper, sinon ils vont s'occuper de nous. Donc, on fait attention à tout ça, mais le meilleur communicateur pour ton club, selon moi, c'est toutes les femmes, les familles et les joueurs qui ont passé par ici. C'est un petit monde, la planète hockey, c'est un petit monde. Hein? Tout le monde finit par se connaître. Il y a des agents qui se connaissent. Lorsque les joueurs communiquent eux-mêmes de leur passage à Angers, du côté positif, bien sûr, je pense que ça aide énormément à mon travail à conclure des ententes que des fois, bon, vous savez, il y a quand même un petit jeu de négociation, même si on parle pas des contrats d'Mbappé, mais il y a quand même un jeu de négociation. Puis au bout du compte, ça penche dans la balance, c'est sûr et certain. Dernière question que je voulais te poser, Simon. Les arrivées de Nick Moutret, de Niki Scherbak, ça fait prendre aussi une nouvelle envergure au club. On montre que les Ducs d'Angers comptent encore plus aussi en Ligue Magnus? C'est une évolution que je dirais normale par rapport au passage des 1100 places du Hara vers un amphithéâtre qu'il faut utiliser à sa pleine capacité. C'est beau d'avoir 3500 places, mais il faut la remplir, la patinoire, il faut s'en occuper, il faut faire tout le travail derrière. Forcément, quand les choses sont bien faites, ça nous donne des possibilités autres de recrutement. Je dois dire que c'était un marathon et des sprints en même temps de faire la transition entre l'ancienne patinoire et la Ice Park, qui est magnifique. Ça nous a donné de nouvelles possibilités. Et je pense que c'est important aussi pour nos fans. C'est important aussi pour le hockey français qu'on donne l'occasion aux 3500 spectateurs de voir un peu des joueurs qu'on n'aurait pas pensé signer il y a 5 ans, par exemple, puisqu'ils étaient certainement en dehors de ce qu'on était capable de payer au niveau budget. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi. Nous, on veut un joueur, mais il faut que le joueur, il veuille de nous. Vous savez, on décide pas tout. Ici, c'est pas de la marchandise. Ces gars-là, ils ont, comme je dis, ils ont des familles. Faut vraiment leur prouver qu'ils vont être bien ici. Puis c'est pas juste des mots, c'est des faits. Et c'est avec les années. Et lorsque ces gens-là, ils vont se renseigner sur nous, et nous, on se renseigne sur eux. Donc, on appelle leur ancien entraîneur, on appelle des joueurs qui ont joué contre, et eux, ils font pareil sur nous. Faut pas l'oublier. Donc, si ton discours n'est pas honnête, ou en tout cas, si tu es trop loin de l'honnêteté, ça finit par se savoir. C'est sûr et certain. Donc, ben écoutez, la mentalité, c'était d'investir vraiment dans l'humain, de faire attention aux familles, de faire attention aux joueurs, montrer que on a une mentalité de hockey professionnelle tout en se prenant pas trop sérieux, qu'on reste humain, qu'on a gardé ce côté familial au club qui est précieux pour tout le monde, une proximité avec nos partenaires,
avec nos bénévoles, avec les gens, les encadrants du club. C'est un mix, c'est une ligne à pas dépasser ou à ajuster entre le professionnalisme, et le fait que les gens se sentent bien et que tu aies envie le matin de courir à la patinoire pour faire ton travail. Et ça paye. Merci beaucoup, Simon Lacroix. Je propose juste avant de se quitter qu'on passe à l'interview flash avec jingle. Club Oxygène, l'interview flash. Des questions courtes, il n'y a pas besoin de réfléchir, normalement tu as les réponses. Allez, on part à ton plat préféré. Mon plat préféré, fajitas. Ton animal de compagnie. En as-tu un? J'en ai pas. Ah, bon bah alors, c'est réglé. Si j'en avais un. Ouais. Oh. Chat, chien. Je serais plutôt avec un chien. Montréal ou Angers? Angers. Le plus grand match de ta carrière de joueur? Je dois vous dire, la finale Coupe de France en 2007, j'avais mon frère Martin, bien sûr, que vous connaissez tous, qui était à mes côtés, et mon papa dans les gradins à Bercy. C'est mon papa en vieillissant, c'est des moments que j'oublierai jamais. Plus beau souvenir. Si tu devais reporter un seul trophée avec les Ducs d'Angers? Quand vous êtes reporté, c'est-à-dire remporter un seul trophée. Ouais, forcément, on a couru après la Magnus, qu'on a passé de très près à plusieurs reprises, mais on le regrette, bien sûr. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Au niveau des Ducs d'Angers, simplement? Partout, dans toute ta carrière, ouais. Je dirais que une année, j'ai joué avec Eki Riarvi, un grand défenseur finlandais qui m'a beaucoup montré. Il m'a montré plein de choses. Juste à le regarder, je pense que j'ai progressé. Un Finlandais à l'époque quand j'étais à Rouen. Ok, le joueur le plus fort contre qui tu as joué? Oh là là. J'ai fait quelques piges en équipe nationale, je ne me rappelle pas de tous les joueurs, mais... Ouf! Allez, le premier qui vient. Le premier qui me vient, on va rester dans la Ligue Magnus pour être gentil, mais on va dire Steven Reinprecht qui joue à Mulhouse. Et enfin, où est-ce que Angers fêtera le titre en fin de saison? Chez ses nombreux partenaires, en n'oubliant pas nos collectivités. Bien sûr. Merci beaucoup Simon Lacroix de nous avoir accordé tout ce temps, directeur général des Ducs d'Angers. Merci Simon, et nous on passe tout de suite au reste de l'actu angevine. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.